Bonjour à tous, alors je me présente, je suis Alain Maignan, je suis ingénieur de recherche à l'Unité nationale d'Astre d'Or. Alors pour faire rapide, l'Unité nationale d'Astre d'Or, c'est la structure qui coordonne l'ensemble des stations nationales Astre d'Or. Donc la structure Unité nationale est basée à Paris et pour ma part je suis en détachement à Angers et je m'occupe d'une unité mixte technologique où on s'intéresse au végétal en milieu urbain en termes de qualité et également en termes de consommateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet. Je vais vous parler un peu d'innovation, mais surtout de technologie high-tech et low-tech, et un peu high-cost et low-cost. Donc on verra à la fin des éléments en termes de high-cost et low-cost. Donc pour commencer, on va voir un petit peu les changements qui se sont produits au cours des différents siècles en termes d'agriculture et comment on est arrivé à l'agriculture d'aujourd'hui. Donc là, je fais un focus sur l'agriculture en général. Ensuite, comment est-ce qu'aujourd'hui on est amené à repenser l'innovation, on est amené à repenser nos technologies d'aujourd'hui, avec donc des exemples de low-tech, des exemples d'high-tech, et puis des éléments pour terminer, des éléments de conclusion. Donc, pour commencer, quelques éléments de réflexion sur le changement de paradigme qui s'est opéré dans l'agriculture. Donc, je suis remonté, comme vous pouvez le voir, vraiment très loin, donc à la préhistoire où, à l'époque, les humains étaient chasseurs-cueilleurs, donc il n'y avait pas du tout d'appropriation des systèmes alimentaires. Ils se nourrissaient d'éléments qu'ils trouvaient, que ce soit de viande, de baies, etc. Donc, c'était au jour le jour. Et puis ensuite, on a eu donc le début de la domestication des espèces. Donc là, il y a vraiment eu une appropriation de sa nourriture et des déterminants pour maîtriser sa nourriture. Ensuite, on a eu la première organisation géographique des cultures, c'est-à-dire que les hommes se sont aperçus que les terres d'alluvion étaient plus fertiles que les autres, donc vraiment une répartition en fonction de l'agronomie des sols. Ensuite, au Moyen-Âge, on a vu l'apparition des premiers matériels un peu perfectionnés, donc on peut voir de la faux, l'apparition de la houe, de la charrue, de la herse notamment. Ensuite, au début de l'époque moderne, on a eu les grandes explorations, donc découverte du Nouveau Monde, avec des nouvelles espèces notamment qui sont arrivées du continent américain. L'exemple que tout le monde connaît, c'est celui de la pomme de terre. À l'époque moderne, c'est la première époque moderne entre 1500 et la Révolution française. C'est là qu'on a eu vraiment les premières techniques de rotation des cultures. Et puis l'utilisation de déchets organiques. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, déchets organiques, mais c'est tout simplement la première utilisation vraiment répandue des fumiers de bovins pour fertiliser les cultures. Et puis ensuite, on se retrouve donc à l'époque moderne, donc c'est de la Révolution à aujourd'hui, avec un élément très fort, donc la révolution agricole, développement du machinisme, apparition du tracteur, des premières moissonneuses, batteuses. Ensuite, début des années 1900, les premiers travaux d'expérimentation en agriculture, donc avec des premiers travaux qui se sont conduits notamment en viticulture. Et puis, dans les années 50, l'apparition de la pétrochimie avec les engrais chimiques et également les produits phytosanitaires. Et puis, dernière grande évolution que j'ai mis là, c'est le génie génétique moderne, avec toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui, et puis que ce soit aussi bien en termes de connaissances et de séquençage des génomes, et des technologies également pour changer, en fait, améliorer les variétés. Donc on s'aperçoit quand même que les technologies high-tech, donc c'est ce que j'ai remis ici au-dessus, existent quand même depuis peu de temps. Dans l'histoire de l'agriculture, c'était principalement du low-tech et le changement s'est quand même opéré, on va dire, depuis une centaine d'années, et je suis large en disant une centaine d'années. Avec cette évolution de l'agriculture et des pratiques, des impacts ont changé également. Donc des éléments que je ne vous apprends pas, mais qui sont importants à tenir en compte. Donc une importante diminution de la biodiversité. On a également le renforcement de la pollution qui est de plus en plus important, gaz à effet de serre, les résidus chimiques, etc. Et puis, pas forcément en lien uniquement à cause de l'agriculture, mais le changement climatique également, qui est un paramètre important à prendre en compte aujourd'hui dans nos réflexions techniques et les réflexions également d'innovation.
Donc cet ensemble de changements, enfin de contraintes dont on doit faire face, a amené à faire évoluer le contexte réglementaire à l'échelle nationale et mondiale. Donc je suis remonté au premier choc pétrolier, où là on a eu des réflexions qui ont dû se mettre en place, notamment d'un point de vue économique, pour mettre en place des techniques qui visent quand même à réduire les coûts de production. Et puis en 1987, un autre élément fort, c'est le rapport de Brundtland. Ça a été le premier document qui a fait état de la biodiversité et qu'il était nécessaire de commencer à réfléchir et à prendre conscience que la biodiversité et l'environnement n'étaient pas quelque chose d'inépuisable, mais quelque chose qui était épuisable et rapidement. Donc ça, c'est à partir de 1987, et ensuite derrière, décliner tout un ensemble de protocoles, d'accords internationaux, etc. en faveur de la biodiversité. J'ai également mis quelques lois fortes en France, donc la loi orientation agricole en 1999, le Grenelle de l'environnement en 2007, et puis la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en 2016. Au niveau horticole, là je vous ai proposé un focus. Donc il y a eu pareil différentes lois qui ont influencé le contexte de développement technique et d'innovation en horticulture, avec notamment des démarches professionnelles qui se sont mises en place, donc le label MPS qui est bien connu en horticulture aujourd'hui, notamment pour les personnes qui travaillent à l'international. On a le contrat d'exploitation, le contrat territorial d'exploitation et contrat d'agriculture durable horticole, pardon. Également les mesures agro-environnementales horticoles et les certifications plantes bleues qui est la plus récente en termes de chronologie. Et puis on a également des méthodes d'évaluation qui sont mises en place notamment par des structures comme le fait Astrodor, avec par exemple un système d'évaluation de durabilité en pépinière avec Dexy Pépinière qui a été développé en 2014. Voilà, donc tous ces éléments, ça nous amène à repenser aujourd'hui l'innovation, à s'adapter à ce contexte où à l'époque, en fait, l'innovation, jusqu'à il y a une centaine d'années, ça se faisait, on va dire, dans tous les sens. On n'avait pas nécessairement cette conscience de prendre en compte l'environnement et ses contraintes, et également la dimension économique aujourd'hui en termes de pérennité des exploitations. Donc, dans ces moments-là d'innovation, il y a beaucoup de connaissances et techniques qui ont quand même été développées, et en partie low-tech. Et aujourd'hui, donc, on doit prendre en compte ce contexte, donc les dimensions environnementales et les dimensions économiques, et qui doivent être intégrées dans le processus de développement technique et d'innovation. Donc pour ça, il y a, on va dire, deux entrées principales. La première, c'est reprendre ces connaissances qui existent et s'adapter pour les adapter au contexte d'aujourd'hui. Et la deuxième, c'est s'inspirer des nouvelles technologies, des savoirs issus d'autres secteurs pour les associer à ces connaissances et techniques existantes et arriver à des performances supérieures. Avec en partie du high-tech, c'est pas forcément nécessaire. Donc pour continuer, je vous propose, j'ai remis quelques exemples d'innovation low-tech. Donc vous allez voir, c'est des choses que vous connaissez sûrement. Je ne suis pas spécialiste des éléments qui sont présentés, donc j'ai mis des éléments assez exhaustifs, mais c'est plus pour proposer une catégorisation en low-tech et high-tech. Donc en low-tech, en exemple de protection des cultures, la première qu'on peut citer, c'est bien sûr la protection biologique intégrée, qui est quelque chose qui fonctionne, enfin qui existe depuis toujours au niveau naturel, et que la production horticole notamment, mais agricole au sens large, s'est appropriée et a optimisé, notamment avec la mise en place de réservoirs d'auxiliaires, avec les haies, avec les bandes fleuries, etc. Et le principe push-pull, donc pour ceux qui connaissent, avec des plantes qui repoussent des insectes ravageurs et des plantes qui les attirent. Donc c'est ce qu'on appelle le principe push-pull. Donc ça, c'est des travaux qui sont conduits à Astrodor depuis les années 2000 en termes de recherche sous serre, et depuis les années 2010 en pépinière avec ce qu'on appelle de la PBI de conservation. Donc on cherche à optimiser l'attraction des insectes et à les conserver sur place en pépinière. L'autre exemple en protection des cultures, c'est le biocontrôle, donc également existant au niveau naturel, mais que la production s'est appropriée dans son intérêt. Donc l'utilisation de micro-organismes naturels et de molécules élicitrices, donc c'est ce qu'on appelle aussi les stimulateurs de défense naturelle, qui font partie de ces molécules élicitrices et qui permettent de lutter contre les bioagresseurs. Et l'exemple qu'on a, nous, c'est le produit donc ASM. Je vous
passe le nom développé, sur la rouille blanche du chrysanthème et qui est donc un stimulateur de défense naturelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, ça, on va dire, alors la comparaison est pas bonne parce que je vais comparer ça au système immunitaire humain, mais une plante n'a pas de système immunitaire. Mais c'est comme si on stimulait le système immunitaire de la plante pour anticiper une attaque potentielle de rouille blanche avec des molécules naturelles. Ensuite, l'autre exemple qu'on peut donner, c'est en termes d'optimisation des itinéraires techniques. Donc, l'exemple qu'on a, c'est la biotisation des substrats, donc dans un objectif de réduction des intrants chimiques, que ce soit en termes d'engrais, mais également d'intrants en protection des cultures, en produits phytosanitaires. Donc, on cherche à optimiser les cultures avec des micro-organismes qui sont des champignons, des bactéries principalement, et des molécules organiques. Donc, ça repose sur des principes biocides et de concurrence. C'est-à-dire que ces champignons et bactéries qui ne sont pas pathogènes pour le végétal vont coloniser le milieu et vont donc laisser peu de place aux pathogènes qui sont, aux pathogènes végétaux. Et puis on a également un effet sur la croissance des plantes. Donc là, c'est des travaux qui sont également conduits à Astrodor depuis quelques années, notamment à la steppe de Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Toujours en optimisation d'itinéraires techniques, on a les engrais organiques et nouveaux supports de culture. Donc là, en fait, on travaille sur le principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va chercher à utiliser de nouvelles matières premières, notamment pour chercher à remplacer la tourbe, qui est quand même qui est fortement épuisable, et notamment aujourd'hui, il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Et donc là, il y a des travaux qui sont menés avec des digestades méthaniseurs, des déchets organiques de restauration collective et également des déchets urbains pour optimiser donc les supports de culture. Et c'est notamment une partie des travaux qui sont conduits au niveau de l'unité nationale d'Astrodor dans le cadre d'un projet qui s'appelle Techno et qui travaille sur l'agriculture urbaine. D'autres exemples en optimisation des itinéraires techniques, dont les abris bioclimatiques, qui sont des travaux qui sont menés ici par le râteau, où on exploite le potentiel de restitution calorifique de certains matériaux, et ces restitutions ces calories qui sont accumulées la journée sont ensuite restituées la nuit et permettent en fait de réduire l'utilisation du chauffage et donc l'impact environnemental qu'on a derrière. Donc le râteau étant présent aujourd'hui, je vous conseille, si vous avez des questions, d'aller le voir directement. C'est juste un titre d'exemple là aujourd'hui. On a également, pour ceux qui ont connu ça, le retour des couches chaudes. C'est des éléments qui ont été observés dans des systèmes de production en agriculture urbaine où en fait on utilise le fumier du bétail pour chauffer des couches abritées et fermées, et dans l'objectif donc de précocité des cultures, et donc là on a vraiment un très faible impact environnemental. Et également l'autre intérêt, c'est qu'on est en économie circulaire, donc avec des fumiers provenant d'exploitations agricoles locales. Voilà, donc il y a les derniers exemples en termes de low-tech. Donc là on n'est pas tellement sur de la technologie, mais je pense que c'est des éléments qui sont aussi intéressants à avoir en tête. C'est qu'on peut revoir également les approches marché qui existent pour les produits. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce que les gammes vendues, commercialisées aujourd'hui sont vraiment adaptées aux contraintes qu'on connaît aujourd'hui, notamment resaisonnaliser les produits, etc. L'exemple qu'on peut donner, la question qu'on peut se poser, c'est notamment la rose fleur coupée pour la Saint-Valentin. Est-ce que c'est vraiment la bonne production à avoir pour le mois de février, avec derrière l'impact environnemental qu'il y a pour chauffer les serres et avoir des roses en fleurs à ce moment-là? Donc l'idée, c'est d'avoir des réflexions sur retravailler ces gammes pour répondre à l'ensemble de ces contraintes et identifier s'il n'y a pas d'autres possibilités à réadapter avec les saisons et de consommation des produits. Et puis le dernier point, c'est cibler les attentes des consommateurs, c'est-à-dire c'est de travailler sur des itinéraires techniques optimisés pour assurer une certaine qualité des végétaux chez les consommateurs. Donc ça, c'était des choses qui sont vraies aujourd'hui, mais qui l'étaient d'autant plus avant la loi Labbé, qui interdisait l'achat de produits phytosanitaires pour les particuliers, où souvent quand même on incrimine l'agriculture au sens large sur l'utilisation de produits phytosanitaires, mais il ne faut pas oublier que le particulier était aussi un utilisateur de produits phytosanitaires. Donc là, l'objectif, c'est d'optimiser les cultures pour que derrière, le consommateur n'ait pas à utiliser donc, de produits phytosanitaires. Et puis également travailler sur des stratégies marketing qui lui permettent, j'ai mis entre guillemets, de rééduquer le consommateur
pour lui réapprendre quels sont les végétaux, où est-ce qu'il doit les planter et à quelle saison, etc., pour éviter d'avoir des problèmes de gamme désaisonnalisés. Donc ça, c'est des travaux que moi je coordonne particulièrement dans l'UMT Stratège. Donc la deuxième partie d'exemples pour repenser l'innovation, c'est des exemples high-tech. Les nouvelles technologies d'éclairage qui sont actuellement en plein développement, donc remplacement des lampes haute pression sodium par des LED. Alors, historiquement, si on est arrivé aujourd'hui à la LED qu'on a et qui est possible d'utiliser sous serre en production, c'est pas grâce à l'agriculture, mais c'est grâce à l'éclairage urbain, où en fait il y a eu une forte demande et des forts développements de la technologie LED, et donc une appropriation derrière possible en milieu agricole. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez récent. Et puis donc derrière ça, on a avec les LED une meilleure maîtrise de la qualité de la lumière, c'est-à-dire qu'on maîtrise beaucoup mieux le spectre lumineux, les longueurs d'onde, et derrière ça, on arrive à produire des plantes plus compactes sans utiliser de régulateur de croissance. Donc là, il y a quand même des intérêts agronomiques très importants aujourd'hui et qui sont prometteurs pour l'avenir. Et ça, on a des travaux qui sont en cours sur un projet qui s'appelle Irradiance, qui est conduit par l'Institut national d'Astre d'Or, et également en partie par la Steppe de Bretagne, et je n'ai pas mentionné ici, et également par le GIE qui est à côté de Bordeaux. D'autres exemples tech, c'est le recyclage des effluents, donc avec diverses technologies. Donc j'ai mis plus ou moins high-tech parce qu'en low-tech, on a pour le recyclage des effluents les bassins de lagunage qui sont quand même plutôt du low-tech, mais on a également du high-tech avec l'utilisation de lampes UV, de l'ozonisation, etc. Et puis derrière, une forte réduction de l'impact environnemental où on réduit fortement le relargage de produits chimiques et de molécules chimiques dans l'environnement grâce à ce recyclage. Également en high-tech, des nouveaux marchés qui tendent à se développer. Donc j'ai mis ici l'aquaponie avec des productions de plantes associées à l'élevage de poissons. Donc c'est également des travaux qui sont menés par le RATO avec l'Itavi, avec le projet Apiva, où là on optimise en fait l'utilisation d'intrants. C'est-à-dire que c'est des plantes qui sont produites en hydroculture avec donc dans l'eau des poissons. Donc c'est vrai qu'on réduit les surfaces de production, sur une même surface de production, on produit aussi du végétal et de l'animal. Donc ça, c'est quand même assez prometteur. Et ça peut être aussi des nouveaux marchés pour les horticulteurs, diversifier leurs produits en se mettant à commercialiser la denrée animale par le biais de poissons. Poissons et également crustacés, parce que ça se fait également crustacés. Et puis dans les nouveaux marchés, on a également l'agriculture urbaine qui est en plein essor. C'est des demandes qui sont assez fortes actuellement, avec une relocalisation de la production alimentaire, des circuits de proximité, etc. Et on a notamment d'importants développements high-tech avec les fermes verticales de haute technologie, en hydroponie, en éclairage, etc. Et c'est en partie des travaux qui sont menés par le projet Techno que j'ai évoqué précédemment. Donc pour terminer, quelques éléments de conclusion. Donc, en termes de freins et leviers, je pense que c'est intéressant d'avoir certains éléments en tête. Le low-tech, en termes de freins, ce qu'on peut identifier, c'est que c'est pas possible de répondre à l'ensemble des enjeux actuels. L'exemple qu'on a, c'est la tourbe. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont conduits pour trouver des solutions alternatives à la tourbe, mais c'est assez compliqué de trouver des supports de culture qui ont les propriétés physico-chimiques identiques. Et le low-tech n'est pas toujours synonyme de coût réduit. Donc là, on arrive sur la question du high cost, low cost. On peut avoir d'importants coûts de développement sur des technologies qui sont low-tech, parce que même si elles existent déjà d'avant, il y a un important coût de réappropriation pour l'adapter aux problématiques actuelles. On a quand même des leviers, donc paradoxalement, c'est quand même assez souvent peu coûteux. Et puis, on a nombreuses connaissances oubliées à réexplorer sous le prisme des problématiques actuelles, donc à les refouiller sur ce qui existait et ce qui se faisait avant. Sur la high-tech, la grande question et le frein actuel, c'est l'acceptabilité par les consommateurs. Aujourd'hui, est-ce que les consommateurs sont prêts à manger des plantes qui sont produites hors sol, sur de l'eau, avec un éclairage LED? Est-ce que le consommateur a conscience de ça? Ça, c'est des questions à se poser. Et puis, c'est également le coût de développement et le coût d'apprentissage. Alors, ce que j'appelle coût d'apprentissage, c'est le coût qu'a le producteur pour s'approprier la technologie. Pas le coût financier, mais le coût vraiment pour le temps passé à utiliser la technologie, à en prendre main, etc. Et puis dans les leviers, c'est que le high-tech aujourd'hui, on l'a partout.
Donc de nombreux développements dans d'autres secteurs d'activité et de nombreuses possibilités à venir. Et j'ai mis également le fort potentiel de l'intelligence artificielle, notamment sur l'aide à la décision, en support en fait, à la conduite des cultures. Et puis la dernière slide, donc c'est un élément sur lequel je voulais pas m'arrêter sur ce que j'ai présenté précédemment, c'est-à-dire que c'était très segmenté high-tech, low-tech, mais c'est qu'on a bien sûr de l'hybridation entre les deux principes. Donc parfois on a besoin de technologies high-tech pour produire de low-tech. L'exemple c'est les pots biodégradables, où on a des technologies dans les pots qui sont quand même développées, je pense notamment au niveau des cols, qui sont des cols organiques, au niveau des composants des pots biodégradables, où derrière on a quand même d'importantes recherches high-tech pour en définitive un produit qui est quand même low-tech. Et puis le high-tech derrière il peut être également associé au low-tech, donc pour mieux gérer et piloter ces technologies low-tech et les optimiser, notamment comme je viens de le dire, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle également le deep learning, et puis également aider à la décision dans l'optimisation des pratiques. Voilà, je vous remercie. Bien. Alors, comme prévu, nous sommes un peu en retard sur notre programme, mais ça c'est normal. Je vous remercie parce que vous avez parfaitement lancé le programme de cette journée avec cette thématique. Vous avez fait aussi une très belle vitrine pour Astre d'Or. Et je pense qu'il y a peut-être une petite question dans le public. Il ne faut pas être timide. Oui, je vous passe le micro. Passez derrière vous, s'il vous plaît. Bonjour, je voulais juste savoir si au niveau de ces journées, on aura accès aux visuels qui nous ont été présentés ultérieurement. En théorie, oui. Ouais. Je dis en théorie. On va essayer. Regarde, Richard. Tout est filmé. Vous êtes filmé. Moi, j'ai une remarque simplement. Je pense que la question du low-tech, high-tech est très subjective. Du point de vue du producteur, du point de vue du consommateur, mais également de l'époque. Je pense que si on revenait quelques années en arrière, et dans la salle peut-être des horticulteurs ou des pépiniéristes qui pourraient aussi témoigner que à leur époque notamment, on ne produisait pas en pot, les technologies de produire en pot en hors-sol, c'était du high-tech à l'époque. Aujourd'hui, c'est considéré comme une pratique courante, mais peut-être 30, 40, 50 ans, on savait produire que dans un champ, en pleine terre. Et l'horticulture a eu un essor assez extraordinaire à cette époque. Je pense que c'est un des points quand même dans l'historique de l'horticulture qui est important. Après, il y a également la robotique, ces dernières années, qui s'est énormément développée, notamment dans l'horticulture, pour les rempotages, avec les chaînes de rempotage, et même aujourd'hui, on va avoir un des robots distançables en pépinière. Donc on a aussi d'autres technologies qui sont en cours de développement. Oui, bonjour, Régis Triolet, de la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche. Donc moi je trouve, donc merci et remarquable la présentation. Et ce qui est important aussi peut-être, c'est d'évoquer le lien avec l'enseignement agricole à travers l'expérimentation. Vous avez évoqué notamment à Pivin, je crois qu'on a un partenariat remarquable avec la station de la Cadongue, avec l'Aquaponie, mais aussi Saint-Ilan, avec notamment la station d'Astre d'Or là-bas. Donc quelques mots peut-être nous dire ce qu'il en est sur le domaine de la high-tech, low-tech, sur le lien l'enseignement agricole et ce qui est actuellement en œuvre et les attentes peut-être aussi, nous dire ce que vous attendez par rapport à cet objet-là pour l'enseignement agricole. Quelques mots. Je pense qu'aujourd'hui, surtout en termes de potentiel high-tech, il faudrait que les étudiants soient sensibilisés aujourd'hui à aller explorer d'autres secteurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les étudiants puissent, quand ils deviennent opérationnels, quand ils deviennent des professionnels opérationnels, qu'ils aient ce réflexe d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité, pour s'en inspirer et rapporter des technologies pour l'horticulture notamment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas négligeables, notamment en high-tech où il y a d'importants développements dans le secteur informatique, dans le secteur de tout ce qui est objets connectés, etc. Et il y a quand même des développements assez importants, ce
qui se font, j'imagine, enfin, avec les smartphones, avec les sondes connectées, mais pas forcément sondes au niveau horticole. Des sondes, il y en a partout dans notre vie de tous les jours, donc est-ce qu'il n'y a pas des transferts possibles à faire pour les milieux horticoles, etc. Et je pense que oui, c'est ça le message un peu pour les étudiants, c'est de pouvoir aller voir, ne pas avoir peur d'aller voir ce qui se fait ailleurs et d'essayer de rapporter les technologies pour le secteur horticole.